Le minimalisme est à la mode. C'est une réaction par rapport à la surconsommation, à des vies trop remplies jusqu'au tournis. Alors on passe d'un extrême à l'autre. On fait le tri, on apprend à ranger, on apprend à conserver que ce qui nous fait vibrer, comme dit la prêtresse en la matière, j'ai nommé Marie Kondo. Hi, I'm Marie Kondo. I'm so excited to introduce my tidying course. Cela peut aussi s'appliquer à nos relations. On nous conseille de nous séparer des gens qui ne nous procurent pas de bien-être. Alors, est-ce que le minimalisme est un idéal qui est atteignable ? Il est vrai que l'on a tendance à se laisser attraper par les beaux discours du marketing. On a tendance à toujours vouloir le dernier objet, le dernier high truc à la mode. C'est bien normal, les médias sont là pour activer sans cesse nos pulsions et nous pousser à l'achat. Alors, si l'on n'y prête guère attention, on se retrouve à toujours désirer plus, à toujours faire plus, à toujours vouloir plus. Et pour alimenter ce mode de vie, à toujours vouloir gagner plus. On arrive à un moment où on se rend compte que tout cela ne nous mène nulle part. Peut-être on part dans une impasse. Qu'à force d'accumuler des objets, des activités, des relations, des expériences, on se sent complètement dépassé, on se sent surmené. Et même si tout est rempli à l'extérieur, paradoxalement, cela peut nous faire nous sentir bien creux à l'intérieur. C'est en général à ce stade de notre vie que l'on cherche un autre mode de vie. Et l'on peut tomber sur le minimalisme. Si j'ai parlé de la prêtresse Marie Kondo, ce n'est pas un hasard. Le minimalisme s'apparente à une sorte de religion. Il y a cet idéal de vie, de l'absolu, du néant, du plus simple possible, cette quête du vide. Après la première phase du minimalisme, qui est plutôt joyeuse car on découvre autre chose de nouveau, il peut se produire comme un certain désenchantement. D'ailleurs, pour moi, c'est ce qui s'était produit lorsque j'ai découvert Pierre Rabhi et que j'ai mis en application ce que j'avais compris de son enseignement. Alors lui n'appelait pas ça le minimalisme, mais la sobriété heureuse. Du coup, je refusais d'acheter quoi que ce soit. J'allais dans les décharges récupérer des meubles, des objets. J'allais en fin de marché pour récupérer les invendus. Avec d'autres potes, on allait même faire du skipping, c'est-à-dire qu'on allait récupérer, comme des malappris, ce qui était jeté dans les ordures des supermarchés. J'avais troqué mon smartphone pour une vieille brique Nokia. J'avais même décidé d'arrêter Internet. En poursuivant cet idéal du toujours moins, je n'étais jamais satisfait. Il me semblait que je pouvais toujours faire moins ou mieux, pour diminuer encore plus mon empreinte écologique. J'en étais arrivé à un stade où, pour ne pas déranger, je pensais qu'il fallait que je prenne juste une respiration sur deux. Je me disais que j'allais aller juste vivre comme ça dans un trou. Et c'était sans fin, parce que je m'étais rendu compte que la pollution extrême de nos corps les empêchait de se décomposer. Même la mort était polluante. Même me supprimer n'était pas la bonne solution pour diminuer mon empreinte, pour ne pas polluer. Alors, c'est là que ça m'amène à cette question. Est-ce que le minimalisme est un idéal qui est souhaitable ? Dans la notion d'idéal, il y a forcément la notion de quête, la poursuite d'objectifs. On se fixe des objectifs SMART
mesurable, atteignable, réaliste, avec une temporalité. Par exemple, vider ses placards des 3/4, éliminer 50% de ses relations, limiter sa consommation d'électricité et d'eau sous 3 mois. Cela peut aussi être diminuer son temps d'écran, désencombrer sa vie numérique. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de limite, que tout peut être diminué. Ça peut finir par ressembler à une véritable vie d'ascète. J'avais dans ma famille de véritables champions du minimalisme. J'avais plusieurs grandes tantes qui vivaient cloîtrées dans des monastères. Elles n'avaient le droit qu'à 1 ou 2 visites de l'extérieur par an, et lorsque nous les voyions, c'était à travers un grillage, pas d'embrassade. Elles vivaient isolées dans leur chambre. D'ailleurs, c'étaient des visionnaires. Elles appliquaient déjà les gestes barrières et les principes d'autoconfinement. On blague à part. Je reviens à ma question. Est-ce que c'est souhaitable d'avoir un idéal minimaliste? Comme tous les ismes, dès que cela devient trop radical, trop extrémiste, il y a un signal qui commence à clignoter et à s'allumer dans mon cerveau, mais aussi dans mon cœur. Il y a une sorte de mentalisation qui est importante dans le minimalisme ou d'intellectualisme. On raisonne avec des objectifs de diminution. Alors oui, on se questionne aussi pour savoir si le choix qu'on fait, si l'objet qu'on va garder, s'il nous apporte une quantité de joie, s'il nous fait pétiller. Mais si on ne réussit pas au final, si on ne réussit pas vraiment son challenge de minimisation, si on ne réussit pas à tenir ses objectifs, eh bien, il y a des sortes de mécanismes de culpabilité qui vont commencer à s'activer en nous. Et ça va commencer à nous ronger. On n'est pas encore le minimaliste parfait qu'on visait. Oh, j'ai encore craqué hier en mangeant un éclair au chocolat. On finit par se dire qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Et alors, on peut commencer à s'auto-déprécier. C'est là sans doute l'une des limites du minimalisme, lorsqu'on le pousse à l'extrême, lorsqu'on ne le laisse que dans le champ du mental. Si l'être humain veut toujours explorer, découvrir, croître, c'est qu'il y a une pulsion inscrite au plus profond de lui. De moi, de toi, de nous. Et le minimalisme, il va contredire cette pulsion. En allant contre notre nature profonde, on se contraint à faire des choix qui se révèlent difficiles à assumer. Sur le long terme, sur 2 ans, 5 ans, 10 ans, ou plus. Si le résultat de notre désencombrement, c'est une maison quasi vide, avec des murs blancs, on se rend compte que c'est épuisant, qu'il y a un manque de chaleur. Et si l'on se rappelle de nos origines, d'où l'on vient, de la nature, la vie foisonne. Dès qu'on regarde dehors, sauf si on est esquimau ou touareg, tout est vert et nuances de vert. Tout est multiple, tout est foison, tout est explosion de la vie. Le minimalisme n'existe pas dans la nature. Chaque niche écologique est exploitée. Il n'y a aucun vide. On comprend vite que le minimalisme, c'est une invention de l'ego. La quête d'une perfection, d'une certaine esthétique du vide. Et il y a sans doute une part de sagesse dans le minimalisme. Mais il faut la coupler à autre chose. Dans ces mouvements de désencombrement, on parle de mener une vie intentionnelle. Moi, j'appelle ça la conscience. Et l'intention majeure, ça semble être de tout diminuer pour ne garder que l'essentiel. Mais quelle est la part d'essentiel? Quelle est la part de superflu? Parce que si on pousse la logique jusqu'au bout, on devrait aussi bien se débarrasser de nos fêtes, de nos célébrations, de nos travaux, de nos maisons, de nos relations, de nos voitures, de nos vacances. Le minimaliste absolu devrait aller vivre dans une grotte et se nourrir uniquement de cueillettes et de chasse. Alors sans doute, il aurait réussi son projet. Cependant, pas certain que nous soyons encore nombreux à vouloir d'une telle vie. Mais c'est l'histoire inverse de toute l'humanité qui a fait en sorte de s'extraire de cet extrême minimalisme des débuts. Lorsque le monde est né, qu'il était encore immaculé, sans aucune trace d'activité humaine,
Le monde nous a fait venir, et nous l'a fait peupler, et nous l'a fait transformer. Ma proposition est donc de coupler le minimalisme avec le wabi-sabi. Le wabi-sabi, c'est un art de vivre japonais, une philosophie. C'est accepter d'avoir une vie parfaitement imparfaite. Alors, pour garder cette vidéo à une taille minimaliste, je ne vais pas détailler ici ce qu'est le wabi-sabi. Tu en trouveras la description dans mon guide de démarrage. Tu vas pouvoir démarrer une vie en mode wabi-sabi et il y a aussi d'autres vidéos où j'en parle. Vous avez dû remarquer que lorsque vous êtes né, il n'y avait pas de contrat. Quand vous êtes né, personne ne vous a dit « tu es venu ici dans tel but, tu dois faire ceci, tu dois réaliser cela ». Alors, s'il n'y a pas de but qui nous est assigné, que notre vie n'a pas de finalité autre que la vie elle-même, cela nous enseigne que c'est à nous de remplir notre vie, à chacun d'entre nous de lui trouver un sens. Et le sens ne se trouve pas avec le mental. Et le bonheur et la joie ne se décrètent pas. Ce n'est pas en poursuivant des objectifs que l'on trouvera ni quiétude, ni bonheur, ni joie. Aller dans le sens d'une simplification de la vie, je dis certainement oui. Si l'on reste connecté à son cœur, si l'on se rappelle que nous sommes créatures de la nature. Connecter à la nature, c'est se reconnecter à la vie. Trouve un équilibre atteignable plutôt qu'un minimalisme idéalisé. Je serai heureux de te retrouver ici ou ici.